Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le tiers, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non? Président Macky Sall, Jared Jeff, mais Kédougou Defessori, Daniel Ouarat Defar, aéroport Kédougou, parce qu'on est trop fatigué. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, mon frangin, rappeur, entrepreneur, homme de cœur, social activiste et ça c'est fondamental chez nous. Mon homeboy, j'ai nommé Stavo. Take a seat, Ego. Stavo. Ça va ou quoi? Et toi mon frangin? On est là tranquillement. Tout va bien? Tout va bien. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. C'était important pour nous de te recevoir, comme je te le disais en off. On aime beaucoup le rappeur, mais on aime encore plus l'homme. On aura tout le temps d'en parler, bien sûr. Et rien que pour ça, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions, mon frangin. Ça fait plaisir de m'avoir invité, vous aussi. Tu connais. Tavo, dis-moi, l'habitude chez We Hustle, c'est que tu te présentes en quelques lignes, s'il te plaît. Tu connais, hein, moi c'est Stavo Les Travaux, et qui est Don Stavo, ancien rappeur du groupe 13 blocs. Et voilà, tu connais, 13 blocs représente, Stavo Les Travaux, Don Stavo, chez We Hustle. Je connais, on est là, mon frérot, voilà. Ça fait plaisir, On frère, est là, ça mon fait plaisir, frère, on est merci là. beaucoup. Alors, il était comment, le jeune Zaïko? Parce que je sais qu'on t'appelait comme ça. Je sais pas, t'es parti pêcher aussi ces informations, mais t'es chaud de ouf. Mec discret, mec qui parle pas trop, mec qui reste dans son coin, mec, voilà, sans plus. D'accord, très bien. Discret. C'est bien, c'est bien. Et au niveau de la fratrie, vous étiez combien? Ou du moins, vous êtes combien de frères et sœurs? On est beaucoup. On est beaucoup. Mhm. Et toi, tu te situes à quel niveau? Ah, je suis dans les grands, moi. Je suis dans les grands. Et est-ce que très tôt, déjà, tu as eu beaucoup plus de responsabilités? Ouais. On t'a montré qu'il fallait que tu empruntes... Parce que je suis en haut. Voilà, je suis en Mhm. haut. Je suis en haut. J'aime bien parler en codé. Ouais, Mais je suis en haut. Mhm. Et du coup, dès le début, ces responsabilités étaient trop lourdes à porter ou pas? Non, je te mens pas. T'as vu, j'ai eu la chance d'avoir un père qui parlait beaucoup. Tu vois, mon père, il a beaucoup privilégié la parole, tu vois. Il me parlait beaucoup, il me faisait comprendre les vraies réalités, tu vois. Que déjà, hormis d'être un des plus grands, t'es un homme. C'est dire que faut que tu saches déjà ce qu'il faut faire, tu vois. Parce que lui, il me faisait comprendre que la charge des plus grands, c'est pas que la charge de ses petits frères. C'est leur charge aussi à eux plus tard. La charge de toute une famille, tu vois. C'est-à-dire, il faisait comprendre que ça vient de tous les côtés, tu vois. Il n'y a pas que la charge de la maison, tu vois. T'as des frères et sœurs, il y a ses sœurs, il y a les sœurs de la mère, il y a tout ça. Et c'est, tu vois, et nous, les Africains, on vit dans le large. Bien sûr. C'est-à-dire que la responsabilité, elle peut prendre une de ces largeurs que tu peux pas imaginer. Et je pense que mon père, il a toujours cru en mon étoile. C'est pour ça qu'il me parlait en codage. Mhm. Et c'est très bien, on le salue au passage. Hein. Propre. C'est bien, c'est bien. Et dans ta jeunesse, t'as grandi à Pantin, c'est ça? Ouais, comment tu sais ça? Oh, mais écoute, c'est normal, ça. Yeah. Comment tu sais ça? C'est normal, ça. Ok. Mais Propre. Lourd. Ça commence bien. Ah ouais, bah oui. Il était comment, les jeunes frères, alors? On va pas dire que c'était facile, mais je me suis adapté parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qu'on aime facilement. Je sais pas comment t'expliquer, Ouais. tu vois. Je suis quelqu'un, j'ai
toutes les qualités qu'il faut. Je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Je peux être sérieux. Je peux être généreux. Je peux être aussi mauvais. Et pour s'en sortir dans le ghetto, je pense qu'il faut toutes ces casquettes-là. Mhm. Et c'est bien juste, mon frérot, c'est bien juste tout ça. Et je vais parler là de l'aspect scolaire à l'école. Il était comment? Parce que tu sais, moi, quand je t'entends parler, même quand j'entends tes textes, mais on y viendra bien sûr, mais il y a beaucoup de références et je suis persuadé que tu étais quelqu'un qui percutait vite. Ouais, comme je te disais, j'étais quelqu'un qui apprenait vite, mais qui savait déjà ce qu'il voulait. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis petit, je sais déjà ce que je voulais. Et Bizarrement, j'étais incompris. Ah, moi, j'ai toujours voulu être indépendant. Je me suis dit, je me vois pas être dans un bureau, je me vois pas qu'on me donne des ordres, je me vois pas faire ça. Je me vois faire tout, n'importe quel métier qui a un rapport avec l'indépendance, sans me dire que je voulais faire de la musique. Tu vois, je me voyais peut-être chef d'entreprise, je me voyais quelqu'un qui va ouvrir sa boîte. Moi, j'étais plus dans un esprit d'indépendant, tu vois. D'indépendance plutôt, tu vois. D'accord. Et c'est une bonne chose, hein, Stavo. Et tu sais, voilà, en termes d'indépendance, voilà, là, c'était encore, comment dire, la musique n'avait pas pris le pas sur ta vie, Pas du mais tout. là, on est au collège à peu près. Si on resitue bien l'époque, c'est à ce moment-là que tu as commencé à écrire tes premiers textes. Ouais, au collège, j'écrivais des textes, comme tout le monde, tu vois. J'écrivais des textes, mais sans plus, tu vois. Et est-ce que Sevran, à cette époque-là, c'était déjà the place to be? Non, c'était pas l'endroit où il fallait être pour rapper, parce que à ce moment-là, la lumière, elle était plus dans le 94. Tu vois, c'était quand j'étais au collège, la lumière, elle était plus vers... C'était en quelle année, à peu près? Je me rappelle plus des années, mais je sais que c'était l'année des Mafias Cafri, l'année où Ghetto Fabulous Gang, ils émergeaient. Tu vois, le côté de rap, il était plus de leur côté, mais il était pas encore à Sevran, tu vois. Pas du tout encore à Sevran. Même Yazoo, qui est un grand rappeur de notre ville, c'était pas encore son moment, lui, tu vois. Yazoo, il est venu peut-être un peu plus après, quand je devais avoir 18, 17. Mais là, quand tu parles de collège, c'est à 13 ans, 14 ans. Ah non, le rap, il était pas du tout à Sevran. Mais il y avait du talent à Sevran. Tu vois, il y avait du talent à Sevran, tu vois. D'accord, bon, bah, c'est très bien. Stavo, c'est ça qu'on aime entendre. Yeah, tu connais, ça bouge pas. C'est bien, c'est bien. Et plus les années passaient, parce que moi, je veux connaître le cursus scolaire. Qu'est-ce que tu as fait après, toi? Moi, j'ai fait quoi? J'ai arrêté l'école en 4e. Maintenant, quand j'ai arrêté l'école en 4e, ils m'ont mis dans une classe spéciale relais. Après relais, j'ai fait CAP. Après ça, j'ai pas fait la 3e. J'ai été dans une classe relais pendant 6 mois. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui savent pas? C'est les gens qui aiment pas trop l'école. Tu vois, on leur fait des emplois du temps, on les adapte à un emploi du temps pour que, tu vois, ils apprennent à se canaliser par rapport à l'école et tout, tu vois. Et après ça, j'avais rencontré une dame là-bas en classe relais, elle avait réussi à rentrer dans ma tête et j'avais fait bâtiment. J'ai fait ce CAP bâtiment et après j'ai fait CAP commerce, voilà. Je fais 2 CAP, CAP commerce, CAP bâtiment. T'as eu tes diplômes? J'ai eu celui de bâtiment. C'est très bien, c'est très bien. Et je veux dire, là, tu commences à grandir. Est-ce qu'il y avait forcément une issue dans ces voies-là, de bâtiment, etc.? Non, je te mens pas, c'était plus pour que le daron il arrête de faire mal à la tête. Hein. Comme je te dis, je savais déjà ce que je voulais. Tu vois, chercher plus de l'indépendance, tu vois. Et tu vois, ce qu'on oublie des fois, c'est que t'as vu, plus t'es petit, plus tu t'en rends pas compte que tes parents ils sont importants. On les aime, nos parents, mais tu vois, mais quand on est petit, on a un peu ce truc de ah, j'aime trop dehors, ah. Et tu vois, et moi j'avais cet esprit, je me disais, hein, faut quand même j'essaie de les rendre heureux, même si c'est un petit diplôme de vite fait, même si c'était une genre de formation vite fait, histoire qu'ils sont contents pour qu'ils se disent ah ok. Tu sais très bien, nous, nos parents, qu'on soit africains ou n'importe quel parent, un parent, ça reste un parent qui cherche à savoir que, tu vois, son enfant, au moins, il a
Il y a eu un truc, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Absolument, Au absolument. moins, tu sais très bien. Absolument. Tu sais comment c'est. Surtout quand t'es petit, quand t'as 15 ans, 16 ans, tu vois. Et c'est très bien d'avoir eu très tôt cette gamberge. Mais tu vois, en parlant de ça, je vais un peu accélérer dans le temps. Moi, il y a une période où j'allais aussi parfois à Sevran. J'allais rencontrer, et j'aime bien citer des noms, Boubou, que je salue au passage. Je pense que tu le connais. Très bien. Et j'allais là-bas et je te voyais, t'étais tout le temps dehors. Oh, comment ça tu me voyais? Et je te voyais, t'étais tout le Arrête. temps. Et si, je t'assure, je te Tu voyais. mens. J'ai sorti un nom là. Ouais, c'est vrai. Tu Et lui comment tu sais que je le connais bien, et tu lui? lui demanderas. Et quand je te voyais là-bas, il t'appelait tout le temps Zaïko. Ouais, c'est Zaïko. vrai. Et t'avais toujours des petits trucs à vendre, des petites combines, des petits. T'étais un débrouillard, tu vois Ouais, ce que je c'est veux vrai, dire. je te mens pas, et, c'est vrai. et je veux dire, moi, cette fibre-là, d'où elle t'est venue? Ouais, j'étais un débrouillard. J'étais vraiment un gros débrouillard. J'ai rien à rajouter sur ce que t'as dit. J'étais vraiment un débrouillard et j'étais toujours dehors. J'étais toujours dehors, c'est un truc de Et ouf. je te vois. Et tu sais, je vais rebondir encore sur cette étape-là, mais moi, il y a un jeune de ma cité qui se reconnaîtra certainement après ce passage, qui me disait que quand lui-même il était en marge comment dire, de la société, entre autres, eh ben, il avait honte. Ça veut dire quand il était tout le temps dehors, quand il voyait des parents, il se cachait. C'est ce qu'on faisait tous. Hein. Mais après, les petits d'aujourd'hui, ils se cachent plus. Mais en tout cas, la plupart des gens de notre génération, ils le faisaient aussi. Tu te caches un peu. Parce que peut-être tu l'as trop vu, cette daronne. Et parce que les gens qui étaient avec toi à l'école aussi se lèvent pour aller travailler. Voilà, mais toi, t'es dehors. Laisse tomber. Voilà, ça me fait grave rire ce que tu dis parce que ça me donne des flashbacks. Et c'est vraiment ça, tu vois. Par exemple, nous, t'as vu, nous, on était des personnes, 9h30, 10h, on est déjà dehors. C'est-à-dire, tu voyais les darons et les daronnes sortir, et quand ils reviennent du travail, ils te voient au même endroit, ou dans les mêmes places. C'est-à-dire que tu dis, elle m'a vu le matin, je préfère qu'elle croie que je suis peut-être parti au travail, mais vas-y, quand elle revient à 18h, si je peux la vesquer, je vais essayer de la vesquer. Je te mens pas, tu vois. Et toi qui as toujours eu, entre guillemets, un coup d'avance, est-ce qu'à ce moment de ta vie-là, tu t'es dit que ça va être compliqué pour toi? Ouais. Je te mens pas, oui, je me disais que ça allait être compliqué pour moi. Ouais. Parce que moi, on a essayé de me mettre dans une voie. On m'a fait comprendre, mes parents m'ont fait comprendre, ta vie, c'est l'école. Si tu veux pas aller à l'école, on va pas s'entendre. Moi, tes trucs d'aller travailler, mon daron, il était plus dans un cursus scolaire, tu vois. Mon père, il était plus dans un esprit de j'ai envie que tu vas loin à l'école, tu vois. Il était en mode j'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin que tu vas travailler, tu vois. Mais vu que moi aussi, dans mon esprit, j'étais plus dans un esprit de je sais ce que je vais faire plus tard sans savoir même si sur le moment, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que plus tard, je serai indépendant. Je sais pas comment t'expliquer, mais va expliquer ça à un parent. Parce que sur le moment, t'as aucune réponse nette. Quand il te pose la question, tu veux faire quoi? Ah, tu vas lui faire comprendre, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire un truc qui dépend de moi. Et c'est pas des bonnes réponses, tu vois. Parce que eux, les parents, que tu le veuilles ou pas, ils veulent des réponses nettes et sûres. Et c'est là que tu vois que l'incompréhension, elle rentre entre les jeunes et leurs parents, tu vois. C'est juste ça le problème, parce qu'il y a des parents, des fois, ils n'arrivent pas à nous comprendre, mais il faut se mettre à leur place. Ils peuvent pas comprendre des réponses qui sont incomplètes. T'as capté, mon frérot? C'est logique. C'est logique, c'est-à-dire que ta vie, c'est là, des fois, le commencement des problèmes. Et encore une fois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais c'était compliqué pour toi. Mais est-ce qu'à un moment donné, tes parents ont même tenté de te mettre à la porte, par exemple? Parce que tu sais, quand il y a une incompréhension, quand ça ne s'entend plus, c'est plus du tout sur la même longueur d'onde, parfois, il y a des collisions. Non, moi, mes parents, ils m'ont pas mis à la porte, mais c'est de moi-même que je suis parti. Un peu plus tôt. 17 ans. 17 ans, j'étais plus dans une optique de je sais que je vais pas aller au travail. Je sais que j'aime pas l'école. Je suis parti de moi-même.
T'étais où à ce moment-là? J'étais où tu me voyais. Ouais. Ouais. J'étais là-bas. Je me débrouillais. Entre parenthèses, je me débrouillais. T'en gardes des bons souvenirs de ça? Bah oui, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Parce que t'as vu, sans trop rentrer dans les détails, tu vois. Le fait que demain, tu sais que c'est toi et toi, tu prends 5 ans d'un coup, je te jure. Tu sais, bon, demain, par exemple, t'apprends à gérer l'argent, tu vois, c'est pas un truc important. Mais ton argent, t'apprends à le gérer déjà. T'apprends à gérer ton argent, t'apprends même à gérer ton emploi du temps. Or que peut-être des années bien avant, on t'aurait peut-être parlé de faut apprendre à s'organiser. T'aurais pu prendre les gens pour des comédiens. Eh, vas-y, tu me racontes quoi, toi? Fais ta vie. C'est pour ceux qui travaillent, qui s'organisent. Mais quand t'es sur le moment, t'apprends à gérer ta semaine, je te le dis. Tu te manges un coup. Tu deviens chef d'entreprise. Sur ta vie. Tu vois, tu deviens chef d'entreprise sur ta vie. Lundi, je vais faire ça. Lundi, je vais faire ça. C'est un coup, lundi, je vais laver mes habits là-bas. C'est un coup, je vais faire ça. C'est un coup, je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais jamais montrer à quelqu'un que je suis dehors, là. Ou jamais montrer à quelqu'un, à une tante ou à un oncle que j'habite plus chez moi. La tante qui va me voir dehors, elle va se dire, j'habite toujours chez moi. Parce qu'il n'y aura aucun moment de faiblesse où tu vas voir que je suis triste ou que je suis mal habillé, non. Mais si on doit mettre un terme à cette vie de marginal, c'est SDF en vrai. Non, moi j'aurais plus mis le terme quelqu'un qui veut apprendre à se débrouiller. Excuse-moi de contredire SDF, mais quelqu'un qui veut apprendre à se débrouiller. J'étais vraiment dans cette optique d'indépendance. Je voulais chercher tellement l'indépendance que je pense que quand l'indépendance elle est venue dans ma vie et que c'est moi que je suis parti chercher aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a formé, c'est ça qui m'a donné une discipline vraiment d'indépendance. Mais frère, faut commencer par soi-même parce que l'indépendance c'est bien, mais est-ce que tu arrives à te gérer déjà? mais tu vois, je veux rebondir, excuse-moi. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez une fratrie assez nombreuse. Personne n'a pu te tendre la main dans les moments un peu plus difficiles? Si, des potos, des gens de la famille. Mais moi, j'avais juste décidé, on va dire, de plus dormir chez moi. Parce que je voulais pas je voulais pas sortir des codes de la maison. Parce que dans notre maison, c'était si tu vas pas à l'école, laisse tomber. Mais tu sais, et je vais poursuivre ce que je t'ai dit, c'est que on est des Africains, clairement, n'ayant pas peur des mots. Et c'est mal vu de partir tôt comme ça de la maison. Quand il y a des mésententes, quand il y a des discordes, quand à 17 ans, tu décides de partir. 17 ans, 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est très tôt. Ouais. L'homme n'est pas encore assez mur. Ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle je te demande si la relation était déjà pacifiée avec les parents. Non, on va dire la relation, elle n'était pas pacifiée. C'est moi, t'as vu, pour éviter que ça devienne bizarre, j'ai préféré partir sur le côté, tu vois. Mais pas en mauvais termes. Tu vois, c'était plus je veux ma vie de dehors, il faut que je l'assume jusqu'au bout. Moi, j'étais plus dans une optique, je revendique être un mec de dehors. Je peux pas être un mec de dehors chez moi. Soit je suis un vrai mec de dehors, pour de vrai. C'est-à-dire que tous les problèmes que j'aurais dehors, faut pas que ça rentre, faut pas que ça atteigne la maison. C'était plus dans cette optique-là, tu vois. Je sais pas si tu comprends. C'est pas pareil je suis en embrouille avec les gens de ma famille et je les mets à dos, je parle. Non. C'est j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie d'aller à l'école. Et moi, là-bas, je suis quelqu'un qui me réveille très tôt, tu vois. J'ai gambergé, je me suis dit, je peux pas ramener ma vie dehors chez moi. Autant que je fasse ma vie dehors. Mais cela ne m'empêchait pas de venir voir ma mère, de voir mon père. Mais j'habite plus ici. Vu que les lois de la maison, c'est école, ou au pire, travailler, même si le premier choix, c'était école, pour moi, ça collait pas. Tu vois, et je pouvais pas être en guerre avec mon père pour un truc ou pour une loi qu'il a mis dans sa maison. C'est sa maison. Il te fait comprendre, moi, je vous ai élevé pour que vous allez à l'école. Je me suis levé le matin au travail, je partais au travail. Vous manquez presque de rien pour que vous allez à l'école. Vous, c'est juste ça, votre travail. Maintenant, moi, en tant que personne qui est un peu plus grand, qui n'adhérait pas à ces règlements,
Après, j'ai pas dit que j'avais raison, mais je me voyais pas. Mon cursus ne correspondait pas à l'école, ne correspondait pas à quelqu'un qui va aller au travail. J'ai préféré faire ma vie de dehors, tout seul, dehors, sans tourner le dos à mes parents. Je sais pas si tu comprends, c'est une différence. Totalement. C'est pas tu pars en mésentente, non. C'est un choix. C'est vraiment un choix personnel, tu vois. Je comprends totalement, frère. Et dans tout ça, je vais accélérer un petit peu, mais c'est à quel moment que t'es parti en Belgique, toi? Parce que je sais que t'as fait un petit stage là-bas. En Belgique, je devais avoir 21, 22. Donc c'est juste après ce passage, finalement. Ouais, voilà. D'accord. Et pourquoi la Belgique? Franchement, un jour, j'avoue, je me rappelle même plus, mais j'aimais beaucoup ce pays-là. On y allait souvent. En plus, tu vois, c'est un pays c'est un pays qui est raccordé à mon pays. Il y a beaucoup de Zaïrois là-bas. J'ai beaucoup de cousins là-bas aussi, beaucoup de potes là-bas. Je partais les voir et après, j'ai pris goût au pays, tu vois. Et là-bas, tu faisais quoi? Toujours une vie un peu de débrouillard? Ouais, on va dire ça. Hein. Après, t'as vu, sur un gros pas de ma vie, les gens qui me connaissent, ils savent que Stavo, avant tout, c'est un voyageur. J'avais une bonne équipe de voyageurs. On était 3-4 potes. Chaque week-end, on cherchait des destinations. On sortait, on allait découvrir, on partait là-bas. Tu vois. À la base, on est des gros voyageurs dans l'âme, tu vois. Et je vais rester sur la Belgique. Voilà, c'était quoi le changement, du coup, entre Sevran, cette fois-ci, et... T'es à Bruxelles même? Ouais, Bruxelles. D'accord. Et Bruxelles, par exemple? C'est une belle ville. Hein. Tu vois, c'est une belle ville, j'ai rien d'autre à dire, c'est une belle ville. Et... Après, t'as vu, je sais pas comment t'expliquer, on va dire que t'as vu. Quand ton âme, il sait qu'il est loin, il est toujours mieux. Des fois, c'est peut-être pour l'inspiration, peut-être c'est juste histoire de sentir que t'es loin. Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si ça te fait ça. Comme on dit, je pense que toi aussi, t'as été jeune, tu partais voir des cousins. Bien tu sûr. partais en week-end chez des cousins. Bien sûr. Tu sentais que tes cousins, ils galéraient, mais vu que toi, t'étais chez eux, tu te disais, non, moi, je galère pas. Et ainsi de suite, eux, quand ils viennent te voir, tes cousins, toi, t'es en mode, ah, on galère ici. Mais eux, le fait qu'ils sont ailleurs, ils galèrent pas. Je sais pas comment t'expliquer ou si on s'est compris. C'est plus une histoire de... Ton esprit, il est ailleurs. Des fois, ça fait toujours du bien. Surtout en tant qu'artiste. Ça fait du bien, tu vois. Et déjà, je comprends totalement ce que tu veux dire. Le rap dans tout ça, il était où? Ah, je te mens pas, t'as vu... Au bout d'un moment, dans ma vie, le rap, il était plus dans ma vie, tu vois. Et c'est vraiment quand on a formé le 13 blocs que... le rap, il est revenu, tu vois. À la base, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la musique, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la musique. J'écrivais des textes au collège, comme tout le monde. Après j'ai eu un groupe. Ça s'est arrêté. J'ai refait un groupe avec une autre personne. Ça s'est arrêté. Après, on a oublié le rap, tu vois. Après, là, t'es dans la, comment je peux dire ça? T'es dans la débrouille, t'es dans plein de trucs. Tu commences à te faire comprendre que là, je suis majeur. Il faut que je stabilise ma vie. Et le rap, il est revenu à nous comme ça d'un coup. Tu vois, et quand le rap même, il est revenu à nous comme ça d'un coup, je te mens pas, à ce moment-là, là, au début de Bloc 13, parce qu'avant que ça soit 13 blocs, c'était Bloc 13, moi, je le prenais un peu à la rigolade, tu vois. Quand je te dis je le prenais un peu à la rigolade, c'était plus dans un esprit de « Ah, il y a studio, ben vas-y, moi, je vais essayer d'écrire un texte devant la cabine. Dans la cabine. Je me barre en impro. » J'étais plus dans celui-là, tu vois. Et après, je me suis dit, t'as vu, faut que j'arrive avec un style, tu vois. C'est-à-dire que j'étais plus j'arrive en rap désordre. Tout ce qui se passe dans ma tête, je vais le dire. Tu vois. C'était plus de la rigolade, tu vois, mais en kiffant. Bien sûr. C'était plus délire studio, ça se casse des barres, c'est en désordre. Tu vois, bien sûr, totalement. Et pourquoi je t'ai parlé de rap en Belgique? Parce que je sais que tu connais Isha, et tu as connu Isha, le rappeur belge, qu'on a reçu d'ailleurs ici, et que je salue au passage chaleureusement. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans les circonstances de dehors. Hein. J'étais petit quand je l'ai rencontré. Raconte-moi tout, s'il te plaît. Chap, on s'est croisés dans un appartement. J'étais petit, je devais avoir 19 ans ou 18 ans. Il était dans son époque. Dans son époque où c'était pas... Il rappait même pas encore, je pense.
On s'est croisés et tout. On a parlé, j'ai oublié, on avait parlé de quoi, mais vas-y. On s'est croisés et après, il est parti. Moi, on était venu voir une personne en commun. Tu vois, lui, il était venu voir une personne. Moi, j'étais venu voir une autre personne que nos deux personnes se connaissaient. On a discuté vite fait et ça n'avait rien à voir avec la Zik Nuit. Comme je te dis, on était venu hors musique. Et après, un jour, on a fait un festival avec 13 blocs, on s'est revus. Après, je dis, tu te rappelles pas de moi et tout? Là-bas, là-bas, là-bas. Il m'a dit, arrête, c'est toi, t'as grandi comme ça. On a rigolé et tout, bim, bim. Alors, on était en mode, chaque fois qu'on se voit, on se dit, hey, ça date qu'on se connaît, hein, faut jamais oublier. Tu vois, c'est ça, tu vois. Mais c'était dans des circonstances de dehors qu'on s'est rencontrés. Tu vois. Et du coup, toi, t'as fait combien de temps là-bas en Belgique? J'ai dû faire 2 ans. 2 ans là-bas? 2 ans, mais beaucoup d'allers-retours. Hein. Une semaine, je reviens une semaine ici, une semaine là-bas, je reviens ici, une semaine là-bas, tu vois. C'était pas un endroit où j'étais implanté. C'était beaucoup d'allers-retours. Tous les week-ends, c'était souvent là-bas. Tu vois, c'était une période de ma vie où je me cherchais. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans un esprit fiesta. J'étais avec mes zincs. Tu connais? C'était plus dans un esprit fiesta, tu vois. D'accord. Je te mens pas, c'était plus dans un esprit fiesta, tu vois. Et du coup, après ces 2 années, t'as décidé de revenir sur Sevran. Ouais. Ok. Là, c'était une période où t'écrivais un petit peu plus, là, ça devenait plus sérieux. Toujours pas. J'ai commencé à écrire quand on a sorti notre premier album, Blow. Sinon, avant, j'ai jamais écrit de texte. C'était plus du freestyle. Des assemblages de phrases dans la tête, t'as peut-être une phrase dans ton téléphone, mais écrire, tu te poses, t'écris. C'était plus pour Blow et pour mon album. Pour mon album, j'ai essayé de faire un effort d'écrire. Après, moi, je me suis toujours dit... Après, t'as vu quand le rap, il a changé de... Quand le rap, il a tourné, il a changé de page. Quand on est passé du rap à la trappe c'était un peu plus facile, tu vois, t'avais pas besoin d'écrire. Je pense que quand j'étais petit, j'écrivais des textes parce que le rap, il était conscient. C'était du rap conscient, c'était du rap où fallait écrire. Si tu savais pas écrire, tu pouvais pas rapper. C'était impossible avant. Moi, je te parle dans les anciens rythmes d'instru, là. Nous, on appelait ça les mob jeep, les instrus mob jeep. T'es ouf, tu vas venir poser un grabouillage. Mais t'es un malade, jamais de ta vie. C'est là, non, rap fast food, comme Alpha 520 dit, là. Rap grabouillage, là, tout le monde peut rapper, mais à l'ancienne. Si t'écris pas, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible. Tu mens. Il y avait peut-être des gens comme Eliem, on sait que c'était fort en impro. Mais tu pouvais pas écrire un texte dans la cabine. Hein, parce qu'avant, c'était, tu vas dire quoi? Tout le monde t'écoute. Ah, t'es fou, quoi. C'est avec la trappe, là, ça nous a un peu sauvés. Tu vois, rap fast-food, rap en désordre. Mais c'est marrant ce que tu dis. Je te dis la vérité. Et c'est juste. Mais toi, à ce moment-là, du coup, tu dis que le rap, ça t'a sauvé. Mais là, tu t'es professionnalisé. Ouais, quand même. C'était ton métier, là. Et il était comment, là, le Stavo? Ça veut dire qu'il s'est directement rangé? Parce que tout à l'heure, on parlait de débrouillardise, on parlait de hustle. Moi, je veux tout savoir, frère. On va dire quand même, tu vois, quand même, parce que on traîne quand même avec des personnes autour de nous qui nous aiment, tu vois. Les gens autour de nous qui nous faisaient comprendre, il y a un truc à faire et il y a de l'argent à prendre. Par rapport à vos talents, faut jamais se mentir. C'est là que tu te poses des questions, tu te dis, ah, est-ce que je peux perdre peut-être 3 ans de ma vie? Vas-y, essayons, hein, c'est rien. Des fois, c'est des questions sur lesquelles tu te poses. Je te pose beaucoup de questions des fois. Parce que tu le veuilles ou pas, il y a des phénomènes de rappeurs qui prennent peut-être en 6 mois. Mais c'est Dieu qui donne, tu vois. Mais il y a des phénomènes aussi. Je pense que avec un bon développement, c'est du 3 ans, 4 ans dans ta vie. C'est réel. Je sais pas si tu comprends. Tout à fait. C'est 3 ans, 2 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus rapide. C'est peut-être 1 an. Mais tu sais que c'est du développement, c'est du développement, c'est du développement. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, ce développement-là, il atteint ta vie. Parce que si dans ta tête, tu te mets que dans ça, et t'as pas de plan B, t'as perdu 4 ans, tu fais quoi après? C'est-à-dire que c'est des sacrifices. Comme nous on dit, c'est des sacrifices. C'est-à-dire que tu te poses des bonnes questions, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu demandes à gauche, tu demandes à droite. C'est comment, les gars, pour de vrai? Est-ce que... Ah. Et tu connais l'entourage. Moi, j'appelle ça mes éclaireurs, tu vois. Les éclaireurs, quand ils font comprendre que c'est bon, ne vous inquiétez pas. Ça peut le faire. Après, il y a que Dieu qui sait, tu vois.
Après, on se donne à fond. Et après, nous, l'avantage qu'on avait par rapport au groupe, c'est qu'on est des personnes qui traînaient ensemble. On se connaissait vraiment. Et je pense que nous quatre en même temps, on a senti que c'est le moment. C'est le moment de le faire. Je te dis la vérité. Et c'était quoi justement les retours à ce moment quand vous étiez en train de vous faire un petit nom, quand vous étiez dans votre grind, c'est un terme qui revient fréquemment ici. Franchement, les gens autour de nous, ils nous faisaient comprendre que si vous vous accrochez, ça va être votre tour demain. Tu vois, c'était plus dans ces termes-là qui tournaient autour de nous deux. Accrochez-vous, vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous pouvez y arriver. Inch'Allah. T'as capté? T'as capté ou pas? Tout à fait. En fait, on était des genres de futurs de demain, tu vois. On était, le feat avec Caris, on va dire, c'était quand même à ces moments-là où même nous, on commençait un peu à monter, tu vois. C'est-à-dire qu'on préparait demain. C'est-à-dire que les gens ils nous voyaient demain, ils nous faisaient comprendre que si vous sortez des bonnes balles, demain, ça peut être vous. D'accord. Et là, l'album Blow est sorti. Là, moi, je veux savoir l'industrie. Comment ça se passait? Parce que nous, on regardait le tout d'un œil extérieur. Mais toi, c'était quoi qui se disait sur vous, les 13 blocs? Non, franchement, t'as vu, déjà même quand les gens nous voyaient, ils sentaient la cohérence et le lien. Tu vois, nous, on dégageait ce truc on est des vrais frérots avant la musique. Et musicalement aussi, ça se voyait, tu vois. C'est-à-dire qu'on faisait ressentir ça aux gens. C'est-à-dire que les gens nous faisaient comprendre, accrochez-vous, c'est dur, tu vois. C'est ce que les gens nous disaient, tu vois. Et les gens nous voyaient vraiment comme... Ils nous voyaient aussi différents, parce qu'on ramenait un autre style de musique. C'est les mêmes paroles que d'autres mecs de cité, c'est les mêmes instruments, mais je sais pas, l'alchimie, elle sortait pas pareil, je pense. L'alchimie, elle sortait pas pareil, parce que nous, on était vraiment des vrais potes qui rappaient ensemble. Il n'y avait pas de groupe monté. J'ai grandi avec Z. The Force, c'est le mec de la cité qu'on connaît depuis qu'on est petit. J'étais dans la classe Olpi, c'était dans la classe AZ. J'ai fréquenté Z, j'ai fréquenté Olpi, j'ai fréquenté The Force, ainsi de suite. Laisse tomber, c'est trop fort. C'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est pas un groupe de rap qui s'appelle, ouais, allô, ouais, viens, il y a un son, non. C'est des gens qui se connaissent avant de rapper, tu vois. C'est pas la rap qui a fait en sorte qu'on se connaît. Ou qu'on commence à fréquenter, à traîner ensemble, tu vois. On se connaissait déjà hors rap. On se connaissait déjà hors rap. Et à ce moment-là, t'es toujours à Sevran? J'ai toujours été à Sevran, moi. Même quand j'allais en Belgique, c'est pour ça que j'insistais. Il y a des périodes, je montais que le week-end en Belgique. J'habitais en Belgique, mais la semaine, j'étais quand même à Sevran. J'insiste sur ce point-là parce que ta vie commence à changer. Tu commences à être reconnu dans la rue. Tu commences à faire des concerts. Tu commences à faire des showcases. Enfin, je dis mais c'est vous, hein, tu m'as compris. Ouais, tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours été à Sevran. C'est peut-être deux, trois dernières années où je suis moins à Sevran parce que t'as vu, j'ai déménagé, j'ai ma maison maintenant, etc. Tu vois. Mais avec, on va dire, le petit succès qu'on avait avec 13 blocs, on a toujours été à Sevran et j'ai toujours été à Sevran, tu vois. Toujours. C'est très bien, c'est très bien. Et voilà, en off, on parlait de cette ville Sevran avec tous ses talents, sortir dans tous les quartiers, etc. Bon, on va pas énumérer la liste parce que je pense que tout le monde les connaît et tout, mais tu vois, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est, et tu sais, nous, We Hustle, on n'est pas là pour alimenter les polémiques ou les tensions, absolument pas, mais comment t'expliques qu'il n'y a pas en tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, il n'y a pas une réelle solidarité? Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? Là, en l'occurrence, nous, n'ayons pas peur des mots, on est tous du moins pour la plupart, des fils d'ouvriers. Et voir des gens comme ça s'élever, gagner leur vie, comment t'expliques le fait que ça attise autant de flammes, tout simplement? Je pense que t'as vu, pour moi, t'as vu, ça n'engage que moi. Toi, je pense que des endroits où il y a beaucoup d'argent en jeu, où il y a beaucoup de gloire aussi, je pense que c'est pas compatible avec l'union. C'est impossible. Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est vraiment dur. Parce qu'il y en a qui sont en recherche d'argent. Il y en a qui sont en recherche de gloire. Et c'est pas compatible avec l'unité, ça, je pense.
Tu vois, je pense pas. Et je pense que c'est dur, tu vois. C'est dur d'assembler ça avec une vraie union. Parce que tu le veuilles ou pas, tu vois, je crois en l'union. Mais je pense que l'union, elle est meilleure quand les gens ont pas. Quand il y a le manque, c'est là qu'on est vraiment unis. C'est une réalité que j'ai vue avec mes yeux et que je remarque avec mes yeux, tu vois. Parce que quand tout le monde a, t'as besoin de qui dans le vrai des vrais? À part le créateur et le souffle de vie. T'as besoin de qui? Tu sais que t'as. Moi, j'encourage pas cette façon de penser. Là, je rentre vraiment dans une réalité. Toi, t'as tes millions, il a ses millions. Vous allez vous appeler pour faire quoi? À part des communautés que je ne citerai pas, qui vont essayer de s'assembler pour que chacun a le triple. Mais la plupart de nous, les fils d'ouvriers, quand on n'a pas, c'est là qu'on est unis. Mais quand tout le monde a, il y a de l'orgueil. Il y a de « je suis mieux »,« je préfère rester seul parce que j'ai pas besoin de toi ». On oublie les bases. Et je pense que, pour revenir à ce que je te disais, tu vois, c'est pas compatible avec l'union, parce que tout le monde a. Il y en a, ils ont de l'argent, mais ils sont qu'en recherche de gloire. Laisse tomber. Et je pense que nous, en tant que fils d'ouvriers, on oublie beaucoup de principes. Et toi, ça te désole? Ça me désole, parce que t'as vu, je vois beaucoup de communautés qui ont 10 fois plus que nous, mais qui continuent à travailler ensemble pour toujours avoir plus. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours plus. Tu vois? Et moi, quand je dis communauté, je parle pas de pays et tout. Moi, je te parle de classe. Parce que nous, que tu le veux pas, même si demain je suis millionnaire, je serai fils d'ouvrier qui est devenu millionnaire. Je sais pas si tu comprends, mon frérot. C'est pas pareil. Plus les années passent, plus il y a les générations qui sont peut-être un peu plus petits que nous, je pense qu'il y en a qui comprennent. Mais après, je fais pas de ça une généralité. Mais il y a plus de 80-70% de gens qui sont comme je t'ai cité, tu vois. Et 20% qui commencent à se réveiller. Mais c'est bien triste et bien vrai, malheureusement, tout ce que tu es en train de dire. T'as capté? Malheureusement. Et comment y remédier, du coup? Pour changer la donne, faut éduquer les plus petits. Hein. Je pense que c'est ça, c'est éduquer les plus petits. Et quand je dis éduquer les plus petits, leur transmettre ce pouvoir, parce que je pense que c'est un pouvoir, ça, de faire comprendre aux plus petits que, oublie pas, ton prochain, tu peux avoir besoin de lui. Avec ton prochain, tu peux doubler. Je pense que ça suffit. Et qui diront à leurs petits, et voilà, tu vois. Il y a beaucoup, on va dire, il y a beaucoup de, comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de valeurs que j'ai, que je suis sûr que c'est mon père qui me les a données. Mais mon père, on lui a donné. Son père, on lui a donné. Bah, c'est pareil. Tu vois, moi, mon père, c'était quelqu'un qui a beaucoup de principes. Beaucoup de principes. Il est fier d'être noir aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire que on lui a cédé beaucoup de valeurs qu'il m'a transmis, tu vois, directement et indirectement. C'est-à-dire que moi, j'y crois au truc de transmettre. C'est réel de transmettre. Et en parlant de tes parents, comment ils voient l'homme que tu es aujourd'hui? Ils sont fiers de moi, je te dis la vérité. Ils sont fiers de moi parce qu'au final, ils se sont dit qu'ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et sur ça, ils sont contents, tu vois. Ils sont contents, je me suis un peu calmé, je prends sur moi-même, je sais ce que je veux maintenant. Et même surtout au niveau de, tu vois, au niveau de la relation, de comment je parle, comment je m'exprime. Ils le sentent que mon fils, il a mûri. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, nos parents, ils sont pas bêtes, ils savent quel genre de chemin on prend. Et je pense qu'ils ont compris que c'était peut-être un court moment, qu'il fallait peut-être qu'il passe par la débrouillardise pour comprendre et maîtriser son karaté, tu vois. Je pense que c'est ça, tu vois, parce que nos parents, ils sont pas bêtes, c'est eux qui nous font quand même, tu vois.
Tu vois, l'échec, c'est de prendre un chemin que tu veux, que tes parents voulaient pas, et d'échouer. Là, c'est un échec. Je sais pas si tu comprends. Mhm. Bien sûr, c'est clair. C'est clair, frérot. C'est Tu vois. limpide. C'est limpide. Et on les salue au passage, encore une fois, les Des parents. gros bisous. C'est bien, c'est bien. Et tu sais, tout à l'heure, dans l'introduction, je t'ai dit qu'encore une fois, nous, on aimait beaucoup le rappeur, mais on aime encore plus l'homme. Nous, on sait que tu es beaucoup impliqué, justement, dans le social. Tu es beaucoup tourné également vers l'Afrique, etc. Cette fibre-là, tu l'as toujours eue? On te l'a inculquée? Je te dis la vérité, je l'ai eu tout seul. Je l'ai eu tout seul parce que t'as vu, on m'a beaucoup fait comprendre que oublie pas les gens de ta famille en Afrique. C'est-à-dire que moi, je parlais souvent au téléphone avec mes cousins. Je vois, en tout cas, tu vois, quand j'étais petit, j'ai pas été le petit qui voyageait beaucoup au Congo, tu vois. Mais j'ai toujours été en contact avec les sœurs de mon père, etc., tu vois. Et je pense que en tant que homme et un des plus grands de chez moi, je pense que c'est de moi-même, je me suis mis cette charge dans ma tête. Je pense que mes ancêtres, ils sont en moi, je pense. Je dirais ça, frère. Je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas, je sais pas, l'Afrique, c'est toute ma vie. Je sais pas comment t'expliquer. Et je sais pas. On m'a pas éduqué comme ça. On m'a fait comprendre que t'as de la famille en Afrique, mais on m'a pas éduqué dans un esprit de oublie pas l'Afrique, non. Je pense que c'est moi-même, je me suis mis cette éducation dans ma tête. Et je pourrais même pas t'expliquer, mon frérot. Et justement, la Fondation Stavo, qu'est-ce que c'est? La Fondation Stavo, c'est un de mes enfants, tu vois. C'est un truc que j'ai pondu avec tout l'amour que j'ai, tout l'amour que je peux avoir. C'est un projet que j'ai toujours eu dans ma tête. C'est un projet que j'ai toujours voulu faire. Et je pense que quand j'étais un peu plus petit, j'avais pas cette maîtrise mentale. Tu vois, j'avais pas cette maîtrise mentale. J'étais trop dehors. Et t'as vu, je suis pas venu ici pour te montrer que je traînais trop dehors, mais j'étais vraiment attiré par dehors. C'est-à-dire que il y a une réalité qui te fait comprendre que quand ton esprit est trop dehors, il peut pas être autre part, tu vois. Et c'est-à-dire que je pense qu'avec la musique, j'ai pris quand même de la maturité parce que t'as vu le contrôle de soi-même, savoir gérer son image. Tu te programmes inconsciemment, les gens ils comprennent pas, tu vois, par rapport aux activités que tu fais, ça te programme sur plein de trucs. Et moi, je pense que la musique, ça m'a aidé à me discipliner. Parce qu'à la base, moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup en désordre. Je pense que t'as le fait de savoir, là, je dois faire ça, là, je dois faire ça, je dois faire attention, je dois pas trop parler. Tu te programmes inconsciemment, tu sais pas, tu vois, tu te programmes inconsciemment. Et dans ce programme-là, il y a beaucoup de discipline. Tu deviens quand même un peu plus discipliné. Et je pense que ça se ressent dans la façon de penser, dans la façon de parler. Et t'es un peu plus crédible même chez toi. T'es un peu plus crédible quand tu parles de tes projets aux gens. Et je pense que t'as vu, il a fallu ce processus-là pour que je sois vraiment prêt à vraiment faire une fondation. Et fait quoi les retours? Parce que moi, tu sais, j'ai vu des capsules où toi, t'as été acclamé comme une rockstar à l'aéroport de Kinshasa. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens te le rendent bien, tout ce que tu fais là-bas? Les gens me le rendent quand même s'il y a beaucoup de réalité derrière, mais les gens me le rendent quand même. Et je pense que c'est plus Dieu qui me le rend. Tu vois? Parce qu'il y a des réalités quand même en Afrique. Lesquelles? Des réalités en Afrique, c'est que... Tu vois, déjà, on va dire, les genres d'orphelinats que tu vas peut-être visiter, c'est déjà des orphelinats qui souffrent. Les personnes qui surveillent les enfants, eux aussi souffrent. C'est-à-dire que tu peux arriver à faire un gros don, tu sais que la moitié va être détournée. Mais elle va pas être détournée méchamment. Parce que les personnes déjà qui te font comprendre, qui travaillent, et c'est eux les premiers détourneurs. Mais ils détournent pas parce qu'ils veulent détourner, ils détournent parce qu'eux aussi ils veulent pas. C'est-à-dire que eux ils viennent au travail pour avoir, ils viennent pas au travail plus pour les enfants. Et c'est un truc compréhensible qui fait mal. Je sais pas si tu captes. C'est-à-dire que
si t'es faible d'esprit, tu peux être découragé très vite, tu vois, parce que j'ai fait j'ai fait des opérations filmées, comme des opérations en interne qui ont pas été filmées, et tu vois, tu vois des réalités, tu vois. Quand tu repasses dans les orphelinats, tu leur fais comprendre, oh mais, je vous ai donné au moins, il y avait peut-être sur une soixantaine d'élèves, j'ai peut-être ramené pour chacun peut-être 4 tenues. Là, tu vas repasser le mois prochain, tu vas voir que ils ont encore les mêmes tenues que quand tu les as connus. C'est-à-dire, tu te dis, mais les 4 tenues que je vous ai données, ils sont où? Ils nous les ont repris. Laisse tomber. C'est-à-dire que je te fais comprendre que, laisse tomber, tu vois. Il y a des réalités. Comme tu peux tomber aussi sur des orphelinats qui donnent tout aux enfants, qui mettent bien aux enfants. Mais comme tu peux tomber sur des gens mal intentionnés, qu'après notre passage, ils reprennent tout. Ils donnent à leurs enfants parce qu'ils te font comprendre aussi qu'ils ont des enfants. Tu peux venir, tu fais un don peut-être de 20 sacs de riz, 20 sacs de riz, tu sais qu'il y en a peut-être 5 qui sont détournés. Tu vois, moi je te parle des réalités dans mon pays. Je sais pas si tu captes. Après ça, c'est des trucs internes, ça se passe toujours bien, tu vois. Mais il y a des réalités. Que les personnes qui surveillent les enfants souffrent. C'est pour ça que je leur en veux pas. Mais quand toi, comme tu es au courant, pardon, de cette situation-là, de ces mauvais traitements, de ces mauvais comportements, est-ce que tu pourrais pas mettre en place, ou du moins à la tête de ces orphelinats, entre autres, parce qu'on parle de ça, des gens de confiance? Des gens de ma famille, je te dis la vérité, ça sera un peu dur. Parce que les gens de ma famille aussi en Afrique, ils ont une réalité, tu vois. Eux aussi se cherchent. Et comment je peux te dire? Les gens aussi de ma famille se cherchent. Et en Afrique, je suis pas un bourgeois aussi, tu vois. Je suis quelqu'un de normal. Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, je te disais, je me laisse 4-5 ans pour faire mon orphelinat. C'est ça qui m'a donné envie de faire mon orphelinat, tu vois. Parce qu'à la base, je voulais juste faire des dons. Tu vois, je suis une personne aussi, tu vois, qui connaît beaucoup de personnes, tu vois. Que ce soit dans tous les quartiers, dans plusieurs départements. Et quand je fais un appel aux dons, il y a full d'habits, même pour dire, c'est même moi, j'esquive les gens. Il y a trop d'habits, trop de médicaments, trop de boîtes de conserve, il y a trop de trucs. C'est-à-dire que j'ai cette facilité d'avoir des habits et tout, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, dans le vrai des vrais, si j'ai les moyens, si je fais mon orphelinat, et je me laisse 5-6 ans, je pense que je serai un peu plus mature pour gérer. Et je pense que j'essaierai de faire en sorte que le plus d'enfants possible soient bien, tu vois. Parce que je pense que les enfants, c'est l'avenir, tu vois. Et vas-y, sans avenir, on va où? En sachant que t'as vu, les Africains, on a un don inné. On est né avec plein de dons. Les dons sont pas exploités. Laisse tomber, tu vois. Et voilà, tu vois. Et en tout cas, ce côté d'Afrique, ça me touche beaucoup, tu vois. Parce que, laisse tomber. On y va là-bas, la bringue, rigoler et tout. Mais quand tu guettes les côtés sombres de l'Afrique, laisse tomber. Laisse tomber. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, franchement, si demain je peux, Inch'Allah, tu vois, aider le plus de personnes possible, en tout cas, tu vois. Tu peux pas aider tout le monde, mais aider le plus de personnes possible, ça serait déjà bien, tu vois. Faire des complexes. Ce que je te fais comprendre, nous, on était j'avais parrainé deux orphelinats. Mais dans les 2 orphelinats que j'avais parrainés, il y avait des talents de ouf, des enfants qui étaient intelligents. Tu sais même pas comment ils ont appris à lire. Ils sont jamais allés à l'école. Il y en a. J'avais fait des appels aux dons avec mes éclaireurs, des poteaux. On avait peut-être inscrit une dizaine de personnes à l'école. Sur les 10 élèves, il y avait peut-être 5-6 enfants qui étaient doux, qui étaient vraiment intelligents. C'est-à-dire que t'as vu, et la logistique de continuer jusqu'à ils vont grandir, c'est quand même des sous qui sortent. Et il y a pas d'aide. C'est-à-dire que c'est nous et nous, tu vois. Et des fois, tu te poses des questions, tu te fais comprendre dans ces enfants-là, il y a peut-être des futurs ministres. Alors le sport, n'en parlons même pas. Il y a dans les orphelinats, il y a beaucoup de petits qui ont du centre sportif, tu t'en rends pas compte. Après, moi aussi, j'ai ma famille, c'est-à-dire que je peux pas mettre toute ma vie pour eux.
Mais je sais qu'aussi, c'est un peu du gaspillage de les négliger. C'est-à-dire que j'essaie d'être dans la réalité et de l'autre côté, de me dire, faut aussi que je fasse ma vie. Mais ça me touche beaucoup ce côté-là, parce que je te dis la vérité, il y a des talents de ouf. Des talents de ouf, que ce soit dans le sport, des cerveaux. C'est bien. Et franchement, T'as capté, c'est bien, c'est bien. Et en tout cas, merci déjà pour cette force que tu nous donnes. Hein. C'est important, non, c'est important de nous ouvrir les yeux et de nous sensibiliser justement sur tes actions et sur ce qu'on peut emmener à ce merveilleux continent, frérot. Ça, c'est excellent. Et c'est quoi le process pour ouvrir un orphelinat? Tu connais, c'est les démarches. Hein. C'est les démarches et l'équipe sur place. Ok. C'est l'équipe sur place, tu vois. L'équipe sur place, c'est grave important. J'ai une petite équipe de 5 personnes. Franchement, ils assurent. Et je les remercie, tu vois. Je pense que l'équipe sur place, c'est important. Et j'ai vu que dernièrement, des petites vidéos où tu étais avec Youssou N'Dour. Hein? Tu étais au Sénégal. Ouais, j'étais au Sénégal. Parle-nous de cette belle expérience, s'il te plaît, mon frérot. J'avoue, comme tout à l'heure je te disais, je suis quelqu'un qui est passionné par l'Afrique. Avant mon album, je suis parti faire un petit tour au Sénégal, tu vois. Je suis parti en vacances, 2 bonnes semaines, me reposer. Et j'ai beaucoup de personnes en commun qui savaient que j'aimais beaucoup Youssou N'Dour. Et ils m'ont fait une surprise, en fait, tu vois. J'ai passé une vingtaine de minutes avec Youssou N'Dour, on a bu un café, on a parlé, on a bien rigolé, c'est une personne humble. Et voilà, je remercie les personnes qui m'ont fait cette surprise. Et tu vois, on peut prendre que exemple sur des stars comme Youssou N'Dour, tu vois, qui est humble. Et voilà, qui est humble et qui m'avait fait comprendre, et le conseil qu'il m'avait donné, c'était ne fais pas de la musique pour les gens, fais de la musique que t'aimes. Et je pense que t'as vu, je pense que c'était des signes, parce que je l'ai rencontré avant de sortir mon album, tu vois, et c'est-à-dire qu'il m'a vraiment fait comprendre inconsciemment que t'es sur la bonne voie, tu vois. Et je sais que quand j'ai fait mon album, j'étais vraiment dans une optique de faire ce que j'aime. Pas suivre la tendance. Et voilà, il m'a dit, ne suis jamais la tendance, fais ce que t'aimes. Et je l'ai rencontré avant mon album, c'est-à-dire que je pense que c'était des signes. Tu vois. C'est bien. Et t'as appliqué ce conseil. Voilà. C'est bien, mon frérot. Et tu sais, encore une fois, moi je t'ai dit, et je vais me répéter, c'est que le côté social, du moins ton côté humain, nous interpelle, nous parle beaucoup. On adore ça ici. Et c'est même la ligne éditoriale de notre média. Mais tu vois, à titre de comparaison, tu me fais penser à un Young Jeezy. Tu vois, il fait son rap, il fait sa trappe, son ego trip, ses punchlines, etc. Mais parallèlement à tout ça, il est sur le terrain. C'est un social activiste. Et toi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Est-ce que tu te calques sur ces modèles-là pour foncer ou pas forcément? Je pense qu'avant de prendre exemple sur eux, je pense que c'est un truc que vraiment j'aime beaucoup. Ouais. Et il y a aussi un peu de modèle aussi, tu vois. Prendre exemple sur ce qu'on aime, prendre exemple sur les personnes qui font ce qu'on fait, mais qui le font mieux. Je pense que c'est un mélange de tout. J'aime vraiment ce que je fais, tu vois. Et en guettant les aînés qui le font, c'est toujours encore mieux. C'est-à-dire que, tu vois, tu prends leur route, et ce qu'ils ont mal fait, t'essayes de mieux le faire, tu vois. C'est ça, en fait, t'as capté. C'est bien. En tout cas, Stavo, l'émission touche à sa fin. Sincèrement, merci. Merci pour tes mots. Mais avant de te libérer, je suis obligé de parler de tes ad-libs, de tes ambiances. Parce que tu me fais marrer à chaque fois. Quand tu te donnes la réplique à chaque fois, tu me fais marrer, franchement. Et encore une fois, félicitations pour ces beaux projets. Ça fait plaisir. Clairement, tu brilles, frère. Et encore une fois, frérot, au nom de toute l'équipe de WeSL. Ça fait vraiment plaisir, mon frérot. On est ensemble. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Stavo. Anciennement Teusté, anciennement Zyko, Propre. prochainement Don Stavo.
Propre. Et à la fin, donne pesos pour We Hustle. Mes Propre. paroles valent cher, peace. We hustle, baby.